Donc, on a prévu 8 points qui brassent la réglementation phyto, alors qui brassent la réglementation phyto de manière générale. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne va pas aborder, par exemple, les dérogations liées à tel ou tel produit phyto. On ne va pas aborder les réglementations spécifiques aux produits phyto, produit par produit. On restera général, néanmoins avec des points parfois qui concernent effectivement les produits phyto, comme l'arrêté abeille. Donc, on va commencer par le local phyto, un rappel des règles. L'actualité sur le certifito, puisqu'il y a des décrets qui ont été signés récemment voilà, qui auront pour objet de reporter les certificats pour bon nombre d'agriculteurs. Les zones de non-traitement, ce n'est pas nouveau, néanmoins la réglementation est quand même complexe. Il y a parfois des distances différentes à prendre en compte, des produits différents. On abordera du coup cela. L'utilisation du glyphosate, réglementation nouvelle depuis 2-3 ans, néanmoins pas forcément appliquée, où il peut y avoir des contrôles. L'arrêté abeille, j'en parlais, qui n'est pas forcément évident à comprendre et qui concerne aujourd'hui 3-4 cultures présentes dans nos assolements. Le désherbage de la cour de ferme, qu'est-ce que j'ai le droit de faire ou de ne pas faire. Le registre phytosanitaire, les cours d'eau, sujet aussi complexe par rapport à l'identification de ce que j'ai le droit de faire en fonction de tel ou tel cours d'eau PAC ou cours d'eau pas PAC, entre guillemets. Et on finira par le contrôle technique du pulvérisateur qui a un intérêt réglementaire, mais surtout un intérêt technique d'efficience des produits. Tout d'abord, on va commencer par le local phyto. Mon local phyto est-il conforme? Alors, la réglementation sur le local phyto est assez ancienne, néanmoins, voilà, chacun d'entre vous, en tant qu'agriculteur ou même en tant que technico, là présent avec nous, sait très bien identifier des locaux phyto qui sont pas conformes, où il y a un risque, il y a un risque de mise en défaut s'il y a un contrôle. Alors, pour cela, une petite animation. Quelques instants, s'il vous plaît. Donc là, je vais vous passer un QR code à l'écran. Il est déjà à l'écran. Première étape, flashez ce QR code, s'il vous plaît, si vous voulez vous prêter au jeu. Et ensuite, répondez à la question, d'après vous, quelles sont les règles à respecter pour le local phyto? Donc, vous pouvez noter à chaque fois un mot, par exemple, déjà une première règle, aération. Vous pouvez noter aération et les règles qui vous passent par la tête. Et avec ça, on échangera sur les réglementations locales phyto. Donc, flashez sur QR code et à chaque fois, tapez un mot-clé, validez, remettez un deuxième mot qui correspond à une deuxième règle, une deuxième chose à respecter, etc. Je le laisse encore quelques secondes à l'écran. Du coup, on a deux mots à l'écran. Alors, deux mots, du coup, peut-être la même personne ou deux personnes. N'hésitez pas, je remets quelques instants le QR code. N'hésitez pas pour les autres à ressaisir des règles de rangement, des règles d'entreposage de bidons, de conception, etc. Et dernière chance, encore 5 secondes, et après on regardera ce que vous allez noter. Alors, les mots qui apparaissent, vous pouvez continuer à noter si vous voulez, hein, vous avez toujours l'interface qui s'affiche. Donc, ce qu'on va faire avec Julie, on va prendre chacun des mots que vous notez, que vous avez notés, on va interagir sur l'argumentation. Donc, honneur aux dames, Julie, voilà, tu peux te prendre un mot, si j'ose dire, et expliquer un petit peu la règle associée. Oui, par exemple, je vais rebondir sur On l'affiche. t'entend pas, Julie, je crois. Allô? Ouais, allô? Oui, c'est bon, Julie, là. Ah, oui, du coup, je vais rebondir sur l'affichage. Effectivement, il doit y avoir une affiche sur la porte entrée du local phyto où vous allez retrouver le numéro des pompiers et également, du coup, je peux rebondir sur le centre antipoison. Vous allez retrouver, du coup, normalement, le numéro du centre antipoison le plus proche de chez vous afin de pouvoir réagir en cas de problème. Du coup, je vais prendre les deux mots qui sont liés à ventilation et aération. Effectivement, le local phyto doit être aéré. Donc, réglementairement, il faut une aération haute, donc une trappe en haut d'un côté, et à l'inverse, une trappe en bas de l'autre côté.
L'idée, c'est que l'air circule pour éviter la mauvaise odeur et les nausées éventuellement liées à ça. Vous pouvez en plus mettre volontairement, donc au-delà de la réglementation, un extracteur type VMC pour favoriser ça et vraiment éviter tout risque de mauvaise odeur et nausées. Je vais rebondir sur plusieurs mots. On a les mots classement, pictogramme, picto. Effectivement, le local phyto doit être rangé selon un classement qui va s'établir sur les phrases de risque et les pictogrammes. On sait que beaucoup de locaux phyto sont rangés selon les cultures et les usages. Vous pouvez le faire tout en respectant quand même un classement avec les pictogrammes. On met les désherbants blés avec les désherbants blés. Par contre, on sépare les CMR, les toxiques, les corrosifs dans les classements. La rétention en bleu tout à gauche, obligation de rétention. Alors en cas de fuite, la fuite est peu probable, mais on est dans les principes de précaution, hein, comme une assurance. La rétention peut être située sur les étagères. Donc vous avez des étagères avec les plateaux qui peuvent contenir 20 ou 30 litres de rétention potentielle en cas de fuite. Donc des étagères qui incluent la rétention. Ou la rétention peut se faire au sol, c'est-à-dire que votre local phyto doit être un petit peu en pente, donc une petite pente en béton qui se déverse dans un point bas, donc un regard. Évidemment, ce regard ou ce contenant, un bidon plastique ne doit pas aller à l'extérieur, on ne doit pas polluer l'environnement. C'est possible aussi pour certains locaux phyto, des conteneurs maritimes par exemple. Vous pouvez les mettre un petit peu en hors niveau volontairement pour créer une pente. Donc rétention obligatoire de ou l'autre des manières. Bon, et après, en dernière chose, fermer à clé. Effectivement, un local phyto, il ne doit pas être accessible au premier venu à la ferme. Donc, il faut qu'il soit fermé à clé. Mais on va vous présenter également les autres choses obligatoires pour le local phyto sur la diapo suivante. Là, le mot Olara, je ne sais pas ce que ça veut dire. N'hésitez pas à prendre la parole s'il y a un Non, souci c'est de... parce que quelqu'un a tapé le code pour rejoindre WooClap Ah en d'accord, ok, j'ai question. peut-être pas été assez clair, fallait pas taper le code. Effectivement, AMM, ça veut dire que effectivement tous les produits, le local phyto contient uniquement des produits avec AMM. Donc ça fait penser évidemment aux produits phyto, les produits phyto classiques avec numéro d'AMM, mais aussi les biocontrôles. Les biocontrôles, même s'ils sont agréés bio par exemple, ont un AMM. Il y a certains engrais aussi qui peuvent avoir des AMM et auquel cas peuvent être classés. Il est interdit de, même si elles contiennent des phytos via les traitements de semences, des semences ne peuvent pas être dans le local phyto. On a fait le tour des mots à l'écran là, Julie? Oui, il y a PPNU qui vient d'apparaître. Donc, Ok. c'est les produits en fin d'usage qu'il faut classer à part et ensuite détruire lorsqu'on n'a plus le droit de les utiliser. Effectivement, mais on peut passer au récap global, je pense. Oui. Une petite seconde. Je reviens à la présentation. OK. Bon, je reviens à la page en question. Excusez-moi. Alors donc là, à l'écran s'affiche le récap global effectivement de la réglementation sur local phyto. Ce qu'on n'aurait pas Il me semble encore qu'on n'a dit, pas ton écran, Sébastien. on voit pas mon écran? En tout cas, moi, je le vois pas. OK. C'est bon. Là aussi? Oui, là, tu peux relancer ta présentation. C'est bon pour tout le monde? Oui, Excusez-moi pour ces petites secondes perdues. Oui, je vais prendre une prochaine règle qui s'affiche à l'écran. Vous avez à droite en jaune 35 mètres des cours d'eau. Le local phyto doit être à plus de 35 mètres des cours d'eau. Bon, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on a en tête, ça, mais c'est de la réglementation aussi spécifique. tout à fait. Pas de bois, alors je ne sais pas si on a rebondi dessus, le pas de bois.
il ne doit pas avoir de matériaux en bois, il ne doit pas avoir de planches en bois, le plafond ne doit pas être en bois. Ce qui peut être toléré, c'est quand vous avez une livraison de phyto en palette, ce qui peut être toléré, c'est que la palette en bois soit recouverte d'un film plastique, etc. Mais normalement, pas de bois. Après, on n'a pas abordé tout à l'heure dans le nuage de mots, mais effectivement, vous devez avoir la possibilité d'absorber les fuites. Donc, il faut qu'il y ait un absorbant. Il faut également qu'il y ait la rétention, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, et la présence d'un extincteur afin de pouvoir réagir à toute possibilité. Voilà. Et les EPI doivent être stockés à l'extérieur du local phyto afin que vous puissiez rentrer dans votre local phytosanitaire en étant équipé. On peut peut-être arrêter pour les principales règles. Vous aurez de toute façon en présentation, il y a d'autres règles plus, pas anecdotiques, mais ouais, peut-être moins connues. Vous pouvez relire ça, peut-être reposer. Ce qui est important quand même de redire, c'est les CMR en fait. Donc effectivement, un des points les plus importants, c'est les CMR, les produits toxiques et très toxiques à part. Donc ça fait référence aux deux logos que vous voyez. Euh, Manière détaillée, en fait, toutes les phrases de risque que vous voyez à l'écran dans le tableau, donc par exemple H360, H340, ça fait référence à des CMR, donc auquel cas, il faut les mettre à part. Deuxième point sur le certifito. Donc là, on est en plein dans la réglementation phyto sur le sujet formation. Donc depuis 1 ou 2 ans, il y a du flou au niveau du ministère concernant la suite des renouvellements certificaux. Ça, c'est lié au changement de gouvernement, à la dissolution, etc. Donc, ce qu'on peut dire aujourd'hui, pour le cas des agriculteurs qui ont le certificat décideur, c'est-à-dire la majorité des agriculteurs, donc c'est le certificat qui s'appelle DANSA, décideur en exploitation non soumise à agrément, il peut aussi s'appeler DEA, décideur en exploitation. Ce qu'il faut retenir, c'est que les certificats, dans la majorité des cas, sont reportés d'1 an. Concrètement, si votre date de fin de certificat est située entre le 10 avril 24, donc il y a 1 an, entre le 10 avril 24 et le 1er 26, donc dans 1 an, vous avez une prolongation du certificat jusqu'en 2026 ou 2027. Le plus simple, c'est de prendre des exemples. Il y a beaucoup d'adhérents qui ont des dates de fin là à septembre 2025. En fait, beaucoup d'adhérents parce que septembre 2025 correspond à 50 plus par rapport à septembre 2020 qui était la vague de renouvellement précédente. Validité du certificat de 5 ans. Donc, si j'ai une date de fin au 30 septembre 2025, votre nouvelle date de fin est au 30 septembre 2026, prolongation d'1 an. Si votre date de fin est au 15 avril 26, vous avez également une prolongation d'1 an jusqu'au 15 avril 27. Il y a des cas particuliers. Le premier cas particulier, c'est pour les adhérents. Il y en a à peu près 20% des agriculteurs qui ont leur CSP, leur conseil stratégique phytosanitaire, qui aujourd'hui n'est plus obligatoire. Mais ceux qui l'ont peuvent renouveler une formation classiquement et avoir une validité de 5 ans. Ceux qui ont leur CSP peuvent aussi profiter du report d'1 an pour peut-être pas s'embêter, entre guillemets. Pareil, les agriculteurs qui ont leur ferme en HVE ou en bio peuvent renouveler leur certificat classiquement avec 5 ans de validité. Concrètement, si vous avez des questions sur ce sujet, deux choses. Vous pouvez joindre vos responsables administratifs, donc dans chaque région. Ce sont eux ou elles qui gèrent les inscriptions ou les renseignements sur le certificat. Et d'ici fin avril, on fera un courrier aux agriculteurs concernés par ces périodes de report d'1 an. En tout cas, dans ce cas-là, il n'y aura rien à faire. C'est-à-dire, nous, au niveau de système informatique, on va modifier les dates et vous pourrez continuer à acheter des produits phyto sans vous préoccuper de quoi que ce soit en termes de démarches administratives. Donc là, c'est une partie sur les zones de traitement. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, Julie? On t'entend pas, Julie. Là, ça va être mieux. On va parler des zones de non-traitement. Alors, les zones de non-traitement, il y en a plusieurs.
et elles sont multiples. Elles peuvent être relatives à plusieurs choses. Je veux bien que tu fasses défiler la présentation, Sébastien. Elles peuvent être relatives à l'eau, donc on va parler des ZNT aquatiques, des DVP ou des bandes ennervées. Elles peuvent être relatives aux personnes, on va parler ici de ZNT riverains, et elles peuvent être relatives aux cultures non cibles, on va appeler ça du coup des ZNCA, qui vont être des cultures zones non cibles adjacentes, qui vont concerner les haies, les talus et les cultures non concernées. La première dont on va parler, c'est la ZNT aquatique, qui est donc relative à l'eau. Elle va être présente pour lutter contre le transfert des produits phytosanitaires vers l'air. Ça peut ressembler à une SPE3 en fonction des cultures cibles. Comment elles sont identifiées? Elles sont identifiées par rapport aux cours d'eau et aux points d'eau stipulés dans l'arrêté de 2006. Ça va être un trait bleu sur les cartes IGN continues ou discontinues. Sinon, il faut se référer aussi aux cartes officielles. La taille de la ZNT, c'est 5 mètres minimum pour tous les produits, sauf indication contraire sur l'étiquette qui peuvent porter cette ZNT jusqu'à 20, 50 ou 100 mètres selon l'AMM. Les distances de ZNT peuvent être réduites. Elles peuvent passer de 20 mètres à 5 mètres ou de 50 mètres à 5 mètres sous les conditions suivantes. On peut réduire une ZNT s'il y a la présence d'une DVP, un dispositif végétalisé permanent qui fait au moins 5 mètres. C'est également sous réserve d'avoir des buses anti-dérive et d'enregistrer ces interventions phytosanitaires dans un logiciel de traçabilité comme celui qui est fourni par la coopérative Audacio. On va maintenant parler du coup des DVP, qui sont également des ZNT relatives à l'eau. Par contre, elles vont être pour lutter contre le transfert via le ruissellement. Une DVP, c'est un dispositif végétalisé permanent. Il s'agit d'un couvert herbacé, donc une bande enherbée pouvant aller de 5 mètres à 20 mètres. Elles ont été identifiées depuis 2011 par une directive de l'Union européenne. Une DVP, ça tient lieu de ZNT. Si vous avez une DVP de 20 mètres, vous n'avez pas à ajouter 5 mètres pour la ZNT. Elle est comprise dans votre DVP. Cependant, une DVP est non réductible. On ne peut pas diminuer une DVP, sauf si on le remplace par du parbutage, au contraire de la ZNT qui peut être réduite selon les conditions énoncées précédemment. On passe maintenant aux ZNT qui vont concerner les personnes. C'est les fameuses ZNT riverains dont on a beaucoup entendu parler. J'ai une question pour vous. Quelle est la distance à respecter pour les ZNT? Vous pouvez répondre via le micro ou via le chat. Est-ce que c'est 20 mètres, 5 mètres, 10 mètres ou 3 mètres? On vous laisse quelques secondes, n'hésitez pas à prendre la parole. Je ne vois pas le chat, Sébastien. Est-ce qu'on a des réponses? Non. Non? Eh bien, du coup, on va donner la réponse. Ce n'est pas grave du tout. Toutes ces distances sont à respecter. Effectivement, vous avez des distances de 20 mètres, de 10 mètres, de 5 mètres ou de 3 mètres selon les produits. On va donc vous présenter les grandes caractéristiques de la ZNT avant de vous parler des distances. Donc, une ZNT riverain, elle va avoir pour but de lutter contre le transfert des phytosanitaires par l'air. On peut également l'appeler DSR, distance de sécurité riverain. Cette distance, en règle générale, elle est de 5 mètres à respecter, mais elle peut être réduite à 3 mètres si on utilise des buses anti-dérive. Attention avec les buses anti-dérive. Il existe des listes officielles où sont notées les buses homologuées pour pouvoir réduire les distances. Il faut bien se référer à cette liste. Elles peuvent être de 20 mètres ou de 10 mètres incompressibles pour certains produits. On va vous les présenter juste ensuite, c'est-à-dire que ces distances ne peuvent être réduites et sont même agrandies pour certains produits. Les conditions dans lesquelles vous n'êtes pas obligé de faire une ZNT, ça va être si une habitation est inoccupée le jour du traitement et les 2 jours qui suivent. Typiquement, la résidence de vacances. Après, comment le prouver, c'est un peu plus difficile. Ou s'il y a une zone attenante sans occupation humaine régulière. Pour le 59 et le 62, cette distance, elle est de 20 mètres. À savoir également que lors de tous les traitements, il est obligatoire d'avoir en sa possession la charte papier ou sur smartphone, qui est la charte de bonne pratique de traitement. Vous pouvez les télécharger via les QR codes présentés à l'écran. Et également,
peu connu mais obligatoire, il est obligatoire de traiter gyrophares allumés. Voilà, on va vous présenter maintenant les ZNT 20 mètres. Donc ces ZNT 20 mètres, ça veut dire que c'est une zone de non-traitement incompressible de 20 mètres. À la gamme, on a les produits suivants chez Unéal, l'Almeria, l'Arcade, le Bastille, le Citation, le Carimbo, le Gringo et le Sang Coral. Ces informations, vous pouvez les retrouver sur Phytoscan ou sur EFI pour savoir si vos produits nécessitent une ZNT de 20 mètres. Vous pouvez également récupérer ces informations via vos étiquettes de produits. Les produits étant catégorisés en catégorie 1 en CMR sont des produits à ZNT 20 mètres. Vous pouvez également vous orienter vers les phrases de risque. Les produits ayant les phrases de risque H300, H310, H330, comme seront affichés à l'écran, sont des produits ayant une ZNT de 20 mètres. Voilà. On peut passer aux ZNT de 10 mètres. En ZNT 10 mètres, c'est le même principe, sauf que la zone incompressible de non-traitement est de 10 mètres. À la gamme, on a un petit peu plus de produits, je ne vais pas tous vous les citer, mais on a par exemple le Riki, le Noval et le Lénazar. Le Lénazar et le Vanzar. De la même manière, vous pouvez retrouver ces informations via les étiquettes de produits. Si elles sont en catégorie 2, ils sont en ZNT 10 mètres au niveau des CMR ou via les phrases de risque. Les phrases de risque concernées sont les suivantes, H341, H351 et H361. La dernière catégorie de ZNT sont les ZNCA, zones non cibles non cultivées adjacentes. Donc, ça va être les ZNT culture non cible. Une culture non cible, ça va être un talus, un bois, une mare, une haie ou toute autre culture n'étant pas homologuée pour le produit. Ça va permettre de lutter contre le transfert par l'air. Elle a pour but de protéger les organismes non cibles et la biodiversité. On peut également les appeler ZNT terrestres ou ZNT arthropodes ou encore ZNT culture non cible. On a un cas concret, par exemple, avec le Provalia. Le Provalia, comme va s'afficher à l'écran, a une phrase qui dit « Pour protéger les plantes non cibles, une zone non traitée de 5 mètres par rapport à la zone non cultivée adjacente. » C'est-à-dire que par rapport à toute bande enherbée, talus ou haie, il faut respecter une distance de 5 mètres pour le Provalia. Si on n'a pas de questions sur les ZNT, on peut passer à l'utilisation du glyphosate. On a voulu vous reparler du glyphosate parce que ce n'est pas toujours clair dans quel cadre on peut l'utiliser. La grande règle, glyphosate et labour ne vont pas ensemble. Sauf exception suivante, si la parcelle est hydromorphe avant une culture de printemps et après un labour d'été ou début d'automne, dans la limite de 1080 grammes par hectare et par an. Donc, c'est une parcelle hydromorphe, c'est une parcelle habituellement inondée ou gorgée d'eau de manière permanente ou temporaire. Ça ne concerne quand même pas toutes les parcelles. On va énoncer ensuite la règle générale en détail. Alors, le glyphosate, on peut l'utiliser pour détruire des couverts végétaux. Oui, mais sous réserve que la parcelle soit en TCS depuis plus de 3 ans et que cette information soit notifiée dans votre cahier d'enregistrement des pratiques. On peut également détruire le couvert avec du glyphosate s'il y a production de légumes, de culture maraîchère ou de culture porte-graines ou destruction des adventices vivaces, sous réserve de faire une déclaration à la DDTM au préalable. On peut toujours utiliser du glyphosate en désherbage avant récolte et pour le rouissage du lin avec le produit commercial, le non commercial Highland. On peut également s'en servir pour faire de la lutte réglementée en cas d'infestation de plantes tropicales ou vivaces. Il est toujours interdit, et on va le repréciser, d'utiliser du glyphosate en condition de labour et même sur le labour reverdi, c'est interdit. Et en orge de brasserie s'il y a le cahier des charges Malte Europe. Je rends la parole à Sébastien qui va vous parler de l'arrêté abeille. L'arrêté abeille, c'est un arrêté qui date de 2021, qui concerne seulement certaines cultures. Les cultures concernées par l'arrêté abeille, c'est ce qu'on appelle les cultures attractives. Il y en a 4 principales, colza, pois, lentilles, soja, mais également la vigne. Donc, c'est des cultures qui ont été considérées comme attractives, car en fleurs et pouvant effectivement attirer les pollinisateurs. La règle est relativement simple pour ces cultures-là. C'est la suivante. Quels que soient les produits, donc fongies,
insecticides et désherbants. L'application est possible sur ces cultures, mais uniquement dans un créneau horaire. Ce créneau horaire, il est entre moins 2 heures et plus 3 heures par rapport au coucher du soleil. Donc là, je reprécise, c'est tous les produits phytosanitaires concernant ces cultures de l'arrêté d'abeille, ce ne sont pas uniquement les insecticides. Ça, c'est le premier point. Mais ensuite, quid des autres cultures? Donc les autres cultures non attractives, par opposition, donc les cultures qui sont très présentes dans la région, donc les céréales à paille, le blé, l'orge, je passe ces quelques lignes à l'écran, pour finir par les pommes de terre. Pour ces cultures, il y a deux cas à considérer. Il peut y avoir des produits phytosanitaires qu'il est, de manière générale, interdit d'appliquer sur ces cultures. Cette interdiction concerne uniquement les insecticides. Quand le produit est interdit, ce produit porte la notion SPE 8, c'est-à-dire ne pas appliquer durant la floraison ou les périodes de production d'exudats, et ne pas utiliser en présence des abeilles. Quoi qu'il arrive, dans ce que je vais dire juste après, dès lors qu'il y a présence des abeilles, vous ne pourrez pas utiliser l'insecticide. Mais il y a d'autres cas. Si le produit phyto possède une mention abeille, alors il est possible d'utiliser dans certaines conditions de produit. On verra juste après. Mais si le produit phyto, donc l'insecticide, ne possède pas la mention abeille, dans ce cas-là, vous ne pouvez pas appliquer cet insecticide. Donc, pour les insecticides qui contiennent la mention abeille, il y en a quand même beaucoup sur le marché, alors vous pouvez appliquer ce produit phytosanitaire dans certaines conditions. On va prendre deux exemples. Le Maverick Smart sur blé avec comme cible les pucerons. Donc là, il y a une mention abeille, il y a 3 mentions abeilles, donc ce produit contient une mention abeille qui permet de l'appliquer durant la période de floraison. Si on prend un autre exemple, le Caribe Pro sur pommes de terre avec comme cible Doryphore. Là aussi, il est possible d'appliquer ce produit puisqu'il a une mention abeille. Il faut aller jusqu'à la cible pour pouvoir identifier le fait que ça soit utilisable. Si on en reste au produit général sans prendre en compte les cibles, on est dans la phrase de gauche, c'est-à-dire quelque chose d'interdit globalement. Mais en fait, si on va jusqu'à la cible, il y a des mentions abeilles qui permettent l'utilisation de ces produits. Autre point concernant le désherbage de la cour de ferme. Il y a deux réglementations qui se superposent sur ce sujet. Il y a la réglementation qui concerne les agriculteurs en général et il y a une réglementation qui concerne plutôt les particuliers auxquels sont assimilés les agriculteurs pour l'habitation. Donc, puis-je désherber ma cour de ferme et si oui, avec quoi? Donc là, à droite, vous avez une photo satellite d'une ferme. Donc, imaginons, vous avez le hangar en haut, là, hangar de stockage de matériel, voire même des hangars, des bâtiments d'élevage, ça serait la même chose. Vous avez la maison, voilà, qui est un petit peu isolée, mais qui est quand même adjacente à la partie professionnelle. Vous avez un magasin de vente directe. Vous avez un cours d'eau, voire même un fossé. On ne sait pas trop là si c'est un cours d'eau ou un fossé, mais peu importe par rapport à ce qui va suivre. Et il y a aussi une parcelle qui est destinée au cep, donc de la cueillette de pommes. Donc le point d'eau que je viens de dire. Il y a deux choses principales à identifier concernant le désherbage de la cour de ferme et autour des bâtiments. Donc là, on peut considérer que cette zone, c'est une zone professionnelle. Dans ce cas-là, vous pouvez continuer, vous pouvez utiliser plutôt des produits phyto conventionnels, mais avec une homologation particulière. L'homologation particulière de ces produits phyto, c'est une homologation qui est indiquée en orange là, c'est soit GEVI, donc jardin, espace vert, ou site industriel. Concrètement, à la gamme et sur le marché, vous pouvez trouver d'autres produits. À la gamme, on a le Crédit Extrême et le Palma. Ce ne sont pas des produits de biocontrôle, ce sont des produits phytoconventionnels avec une homologation particulière. Donc, bâtiment professionnel, ces produits-là. Pour la partie privative, donc la maison, qui est assimilée à un particulier, puisque la maison pourrait exister sans les bâtiments à côté,
Dans ce cas-là, l'obligation, ça revient à l'obligation liée à la loi Labbé qui concerne les particuliers. Depuis 2019, les particuliers n'ont plus le droit d'utiliser des produits phytosanitaires pour leur jardin ou les allées garages, etc. Donc, à la gamme, on a le Desherbnat, qui est un produit de biocontrôle que vous pouvez utiliser pour désherber votre partie privée. Ce qui est délicat, c'est de faire à la limite entre la partie professionnelle et la partie privée. Dans les faits, c'est pas possible de faire la distinction. Donc là, on marche un petit peu sur des œufs. Pour toute la partie d'exploitation qui accueille du public, donc là, ça fait référence aux magasins de vente directe ou au self. Également, c'est du biocontrôle, puisque ça, c'est lié également à la loi Labbé. Dès lors qu'il y a de l'accueil du public, il faut utiliser des biocontrôles. Et enfin, le point d'eau. Donc là, vous avez le regard dans la cour de ferme qui alimente le point d'eau. Autour du point d'eau, donc autour du regard ici, mais aussi le long du fossé, vous ne pouvez pas utiliser de produits phyto à moins d'1 mètre de ces points d'eau. On va passer au cahier d'enregistrement, c'est-à-dire le registre phytosanitaire. Une salle générale avant de redonner la parole à Julie. Ce qui est présenté à l'écran, c'est le bilan des contrôles DDTM, donc réalisés dans le 59 en 2003. 75 exploitations ont été contrôlées, la moitié, un peu plus, est non conforme. En tant qu'agriculteur, le risque est de l'amende pour tout ce qui concerne les nitrates ou même les phytos et de la pénalité PAC, par exemple, concernant les bandes enherbées qui ne seraient pas respectées le long de ces cours d'eau BCAE. Parfois, dans 38% des cas, la DDTM note un registre phyto non conforme ou absent, parfois même incomplet. Par exemple, un registre phyto, il manquerait le numéro d'ILOPA, il manquerait la dose. Voilà, donc c'est une question de registre phyto non présent ou incomplet. Sur le registre phyto, on en parlera après, mais jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à cette année, un registre phyto papier fonctionne et conforme s'il contient toutes les données nécessaires. 21% des fermes avaient une bande tampon absente, mais plutôt avec une largeur insuffisante, donc inférieure à 5 mètres. ZNT aquatique non respecté. Alors, quand on dit ZNT aquatique, souvent, ça se confond avec un bande enherbée, mais parfois, sur certains condos, il n'est pas nécessaire d'avoir une bande enherbée. Mais il faut respecter la ZNT aquatique à minima de 5 mètres. Et enfin, sur le contrôle technique privé, on va en parler tout à l'heure, 4% de non-conformité. Il y a un risque de pénalité et il y a surtout un risque de mauvaise efficience des produits. Du coup, le registre phytosanitaire, ça fait partie des éléments qui sont obligatoires à avoir sur la ferme. Il faut qu'il soit conservé au moins pendant 5 campagnes, comme le PPF. Comme le disait Sébastien, jusqu'à aujourd'hui, un enregistrement papier était toléré par les contrôleurs tant qu'il contenait toutes les informations nécessaires. À partir de 2026, le registre phyto va devoir devenir 100% numérique. Soit l'agriculteur devra utiliser un fichier Excel, soit se fournir un outil de traçabilité. Nous, à la coopérative, pour répondre à ce besoin, on a créé l'offre Audacio Sérénité, qui va vous permettre du coup de ne pas faire partie des 38% d'agriculteurs n'ayant pas de documents conformes et qui va aussi vous permettre d'avoir un logiciel de traçabilité qu'on a appelé Audacio, ainsi qu'un accompagnement de veille réglementaire par vos techniciens OAD. Donc, dans un registre phyto, qu'est-ce qui est obligatoire? Il est obligatoire de faire apparaître le numéro d'îlot PAC afin d'identifier la parcelle, la surface de la parcelle, les cultures produites sur la parcelle, les noms commerciaux complets du produit et non pas les matières actives. Il faut parler vraiment en noms commerciaux, les doses de produits utilisées, les dates de traitement et là où les dates de récolte. Pourquoi? Parce qu'il faut pouvoir vérifier que vos délais avant récolte sont respectés. Donc, on doit partir du semis à la récolte afin d'avoir un registre phyto qui est complet. Vous pouvez avoir quelques petites choses en plus à renseigner si vous êtes en HVE ou en Global Gap. Ça va être notamment les motivations de traitement. Par exemple, si on fait un fongide, dire qu'il y avait une pression maladie, c'est suffisant. Il n'y a pas besoin de venir dire il y a de la fusariose ou c'est juste pression maladie. Et la cible. Pourquoi? Parce que la cible peut faire varier votre dose homologuée. Donc, il va falloir pouvoir dire que la cible, c'est le puceron, par exemple, pour pouvoir monter la dose. Je vois que dans le chat, on dit la cible et l'heure. Aujourd'hui, ce n'est pas des valeurs obligatoires. Dans certains cahiers des charges, on peut être amené à vous le demander.
Et je pense qu'à terme, ce sera justifié de préciser l'heure, notamment pour respecter l'arrêté abeille expliqué précédemment par Sébastien. Donc, pour vous présenter à quoi ressemble un registre phyto à la coopérative, ça ressemble à ce que vous voyez à l'écran. Vous allez retrouver le numéro de l'îlot, le nom de la parcelle, la surface traitée et la variété avec la densité de semis. Vous allez retrouver ensuite les dates d'intervention, les stades, la catégorie d'intervention. Donc, si on est en phyto, en désherbage, ça va être adventice. La bouillie avec les doses appliquées, la cible de la bouillie et la surface traitée. Attention, c'est ici qu'il faut faire les choses avec soin, parce que si vous avez une ZNT, votre surface traitée doit être inférieure à votre surface totale. Si elle est de 5 mètres, ça va être légèrement inférieur. Si elle est de 20 mètres, il faut augmenter la ZNT à la fois sur le terrain, mais aussi ne pas oublier de le spécifier dans votre traçabilité. Et on a la possibilité de noter les conditions d'application. C'est ici où moi, je vais écrire bonnes conditions d'application, motivation. On peut aussi, si on le souhaite, renseigner s'il y avait du vent, s'il y avait de l'hydrométrie, comme parfois on le fait dans du Global Gap. Voilà, je repasse la parole à Sébastien qui va vous parler de la réglementation cours d'eau. Oui, la réglementation cours d'eau n'est pas nouvelle. Néanmoins, peut-être que là, dans vos cas, vous avez encore des questions. Est-ce que ça, c'est un cours d'eau? Qu'est-ce que je risque? Est-ce que je dois mettre une bande tampon là ou pas là, etc. Donc, quelques éléments de réponse, notamment par rapport à l'actualité là-dessus. Déjà, ce qu'on peut reprendre, c'est le type de cours d'eau qui existe. Il y a deux types de cours d'eau au sens réglementaire du terme qui existent. Il y a une liste officielle des cours d'eau pour la PAC. C'est des cours d'eau que vous retrouvez sur votre interface PAC ou que vous pouvez aussi retrouver ailleurs, hein, sur Géoportail. Ce sont les cours d'eau BCAE, donc les cours d'eau PAC, entre guillemets, qui imposent à chaque agriculteur mettre en place une bande enherbée de 5 mètres, sans phyto, sans fertile, sans même entreposage de matériel. Voilà. Généralement, ça correspond à des grands cours d'eau, entre guillemets, même s'il y a plein de cas particuliers. Et ensuite, il y a un autre type de cours d'eau, on va l'appeler cours d'eau ZNT pour zone de non-traitement. Donc, cours d'eau qui fait référence surtout à la réglementation produits phyto, c'est-à-dire l'obligation de respecter une ZNT aquatique, comme dit précédemment par Julie. Alors, je vous ai mis à l'écran différents liens. Alors, vous pouvez regarder ça à tête reposée et surtout cliquer à tête reposée. Vous avez pour chacun des départements de la coopérative les liens qui renvoient aux cours d'eau officiels. Donc là, par la première colonne, vous avez les cours d'eau BCAE, bande enherbée, entre guillemets, donc obligation de bande enherbée pour 59, 62, 80. La deuxième colonne, ce sont les cours d'eau ZNT pour ces mêmes trois départements. Et on a quelque chose pour le 59, on a une carte combinée des cours d'eau. Ce qui est important, c'est de bien respecter la réglementation par rapport aux cours d'eau ZNT. Là, vous avez, par exemple, en haut à droite, vous avez les cours d'eau PAC, et en bas à droite, vous avez les cours d'eau ZNT dans la région de Dunkerque. Parfois, donc, ces cours d'eau se superposent et la DTM 59 s'est dit on va fusionner les deux cartes, ce qui est plutôt pas mal. Ce n'est pas le cas des autres départements aujourd'hui. Concrètement, en rappel et aussi en nouveauté par rapport à un cas particulier, donc ça, on l'a déjà dit, donc bande enherbée de 5 mètres le long des cours d'eau, BCAE. Ce qui est nouveau, et c'est lié à la PAC de 2023, le long des cours d'eau un petit peu spéciaux, ce que la réglementation appelle les canaux d'irrigation et les fossés collecteurs de drainage, le long de ces cours d'eau-là, il y a une obligation de ZNT. Ce sont des cours d'eau qui peuvent ressembler à des cours d'eau normaux ou à des cours d'eau avant qui n'étaient pas identifiés et qui sont repris sur des cartes. Il peut y avoir des erreurs. Si vous constatez par exemple sur la carte qu'il y a un cours d'eau dans votre parcelle et que sur le terrain, il n'y en a pas, donc évidemment, ce que nous ont dit les contrôleurs très récemment lorsqu'on les a rencontrés, évidemment, il peut y avoir contrôle, mais il n'y aura pas de pénalité. Pour anticiper ces cas particuliers, n'hésitez pas à nous remonter ou à la DDTM de votre département ces aberrations, entre guillemets, informatiques. Ce qui est important de dire, c'est que pour ces cours d'eau ZNT, et en particulier donc les canaux d'irrigation et fossés collecteurs de drainage,
il n'y a pas d'obligation forcément de mettre une bande enherbée, une bande tampon. Il y a obligation de respecter une ZNT, alors au sens de la réglementation générale, sur les phytos de 5 mètres à minima. Et pour les fertilisants, aujourd'hui, la réglementation impose une ZNT de 5 mètres minimum. Néanmoins, il y a un flou sur cette distance par rapport à l'apport d'azote le long de ces fossés collecteurs de drainage. Mais aujourd'hui, on va considérer plutôt 5 mètres, hein. L'administration peut-être ajustera cette distance prochainement. Dernier point sur le contrôle technique du pulvérisateur. Le contrôle technique du pulvérisateur, c'est comme pour les voitures, il est obligatoire. Il est obligatoire tous les 3 ans pour du matériel d'occasion. Donc, vous achetez votre pulvé neuf. Quand il est neuf, vous avez 5 ans pour passer le premier contrôle. Et ensuite, tous les 3 ans, à renouveler. Même si vous êtes en bio, vous devez passer votre contrôle technique pulvérisateur. Ce contrôle technique, il est obligatoire au sens de la réglementation en général, mais il est aussi obligatoire dans le cadre des certifications Global Gap ou AGE, où les auditeurs contrôlent à la fois la petite vignette sur le pulvé, mais contrôlent aussi la facture de votre contrôle technique. Le risque que vous encourez, à l'image des statistiques de la DDTM 59, en fait, il y a 2 risques. Il y a un risque de procès verbal, donc là, c'est du registre du tribunal, en fait, hein, du procureur de la République. C'est un risque qui peut monter à 1 500 € d'amende. Et vous avez en plus un risque de pénalité PAC de 3% si votre contrôle n'est pas à jour. C'est la DRAF qui contrôle ce point-là, généralement. Là, on termine la saison hivernale, donc on termine les contrôles privés, les contrôles privés qu'on a organisés sur nos sites. Si vous avez des demandes et des urgences par rapport à votre contrôle privé, n'hésitez pas à solliciter vos technicaux. Vous pouvez demander à notre prestataire habituel qu'il vienne chez vous faire un contrôle privé, même en urgence, pour être bon pour le contrôle. Dernière partie pour clôturer, je dirais, le tout, mais du point de vue santé. Je donne la parole à Julie. Alors, pour conclure ce webinaire, on peut revenir quand même sur le fait que les produits phyto, comme tout le monde le sait, ça sert à protéger les plantes. Par exemple, le maïs corite, il va servir à protéger, le traitement de sémences corite va servir à protéger le maïs contre les corbeaux. Seulement, pour pouvoir utiliser ce produit, il faudrait essayer de protéger sa santé au maximum, parce que le corite, c'est un produit qui a des phases de risque et qui est un CMR. On va retrouver les phases de risque mortelles par inhalation et peut provoquer une allergie cutanée. C'est quand même pas rien. Mais protéger sa santé, protéger ses plantes, c'est aussi protéger son métier. Si on veut conserver les matières actives, les homologations et pouvoir toujours utiliser les produits, ça commence par savoir se protéger à l'aide des EPI pour pouvoir protéger notre métier via la protection de nos plantes. Tout ça, c'est un cercle vertueux qui commence par les agriculteurs, par leur protection afin de protéger leur santé, celle des plantes, celle du métier et celle aussi des riverains et de la biodiversité. Ce point est vraiment essentiel dans nos métiers à terme. Là, je vous passe une petite vidéo. C'est un petit déjeuner EPI qu'on a organisé à Delette, région Ompalis, récemment. Donc, alors, je ne sais pas si vous avez bien vu, l'agriculteur ici à droite et aussi le technico se sont prêtés au jeu d'essayer une combinaison phyto. Alors, une combinaison qui de loin peut paraître une combinaison de travail achetée chez Gampver, mais en fait, c'est une combinaison homologuée phyto qui, pendant 30 lavages, maintient le côté déperlant. Des combinaisons phyto qui sont donc obligatoires pour bien se protéger par rapport aux produits phytosanitaires. Donc, à la gamme, on a les EPI qui sont adaptés à vos pratiques. On peut en retenir que 3. Les gants. Les gants, c'est 5% de la surface de la main qui est protégée. Ce que je veux dire, c'est que les mains représentent 5% de la surface du corps. Et en mettant des gants, vous vous protégez de 80% des risques d'intoxication, d'allergie cutanée, etc. Donc les gants, c'est 10 €.
Le masque phyto, évidemment, 40 heures d'utilisation maximum, masque phyto jetable, réutilisable. Et la combinaison, on en parlait, combinaison déperlante. Et aussi, qui a un avantage, c'est d'être verte. Donc, vous n'avez pas de crainte de vous faire invectiver, on va dire, dans la plaine par des riverains qui seraient un petit peu récalcitrants aux produits phyto. Et deuxième chose, pour boucler avec les locaux phytosanitaires, on a la gamme effectivement soit des locaux phytosanitaires que vous pouvez acheter tout fait. Donc là, c'est vraiment un gage de sérénité. Le coût est significatif, mais c'est la tranquillité. Et vous pouvez le déplacer dans la ferme. Et si vous souhaitez équiper votre local phyto existant, on vend aussi toute la gamme d'étagères, d'absorbants, etc.